de donner la parole à Pascal Boniface. Voilà, je vais demander donc à Pascal de venir conclure. Messieurs, madame, restez à la tribune parce que sinon ça fait solitaire. Et je salue Pascal Boniface et je voudrais dire une petite chose parce que tout en étant un homme de droite, je suis membre du conseil d'administration, n'est-ce pas, de l'IRIS. Et je tiens à signaler la valeur de cet institut qui fait un excellent travail et qui, dans l'analyse internationale des crises et de la politique française, a toute sa place. C'est la raison pour laquelle c'est avec beaucoup de plaisir, mon cher Pascal, que je te cède le micro. Bonjour à tous, merci de l'honneur que tu me fais, de l'honneur un peu hauteur, parce que si j'ai bien compris, je suis la dernière barrière entre vous et le pot que Jacques nous offre après, et après ces longs débats, peut-être vous allez trouver le temps un peu long. En fait, avec Jacques, on est à peu près d'accord sur rien, sauf sur l'essentiel, c'est que la France doit avoir une politique active, non seulement au Proche-Orient, mais également ailleurs, et qu'elle doit donc jouer un rôle qui n'est pas un rôle de suivre des politiques d'autres, mais initier des coalitions et retrouver peut-être une flamboyance qui est un peu passée. On a souvent parlé de rupture lorsque Sarkozy a pris le pouvoir, pour des raisons qui, je crois, restent encore à documenter. La rupture n'est pas liée à ce qu'on appelle le tournant néoconservateur. Il n'est pas du tout survenu en 2007, il est survenu pendant que Chirac était président encore, puisque pour des raisons qui restent encore quand même en partie mystérieuses, au moment même où les faits donnaient raison à la France dans l'opposition à la guerre d'Irak, Jacques Chirac a choisi d'avoir pour priorité la réconciliation avec les Américains, et très rapidement, donc de cautionner l'occupation américaine en Irak, d'oublier un rôle actif au Proche-Orient, etc. Et donc cette rupture, elle a eu lieu là. Sarkozy et Hollande n'ont fait que la poursuivre, ils n'ont pas initié. Et donc ça reste assez mystérieux parce que les faits ont largement donné raison. Et quand on va dans le monde, eh bien, il y a quand même encore l'opposition flamboyante de la France à la guerre d'Irak, reste, avec la double victoire à la Coupe du Monde, un moment important qui nous permet de rayonner et qui permet quand même à la France d'être perçue de façon un peu différente d'autres pays. Il y a eu 4 grands espoirs sur cette région qui se sont brisés. On vient de célébrer, là, très récemment, le 25e anniversaire des accords d'Oslo. Et quand tous les témoignages de l'époque, moi-même d'ailleurs, je me suis lourdement trompé parce que je pensais que la paix était irréversible. Là, on pense plutôt que la guerre est irréversible en ce moment. Alors peut-être que dans 25 ans, on dira on s'est trompé, la guerre n'était pas irréversible, mais on était quand même, je crois, en très grande majorité, à la fois sincèrement heureux, peut-être a compris nos désirs pour des réalités, peut-être qu'on n'a pas été suffisamment attentif aux conditions, et finalement, cet espoir a été brisé, et ceux qui triomphent, c'est le Hamas. C'est le Hamas qui s'était opposé aux accords d'Oslo, et aujourd'hui, lorsque Trump veut fermer le bureau de l'OLP à Washington, il donne une victoire non seulement à l'extrême droite israélienne, mais également au Hamas. Deuxième espoir, qui là on était nombreux à ne pas partager, c'était 2003, la guerre d'Irak. Rappelons-nous, cette guerre d'Irak devrait, par une contagion démocratique, par ce qu'on avait qualifié de chaos constructeur, amener la démocratie dans la région, et comme les démocraties ne s'ouvrent pas à la guerre, la paix serait survenue juste après. Et on est quand même assez nombreux ici à s'être opposés à la guerre d'Irak, on était traités d'amis, voire de stipendiés par Saddam Hussein. Comment ? Munichois, bien sûr, et donc on était insultés parce qu'on était anti-démocratie, pro-Saddam, et qu'on était munichois, effectivement, Pierre a raison de le rappeler. Donc là, je crois quand même que, quelques temps après, les faits nous ont raison, et moi j'avoue que je suis toujours un petit peu agacé quand je vois des gens qui ont soutenu la guerre d'Irak à l'époque, pas Alzheimer, mais on des trous de mémoire, parce qu'ils cachent cela. Les néoconservateurs français qui ont soutenu la guerre d'Irak et qui nous ont insultés, aujourd'hui disent non, moi j'ai soutenu la guerre d'Irak, non. Et les mêmes, bien sûr, viennent nous donner des leçons de la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, qu'ils ont largement développé, parce qu'il ne faut quand même pas être grand clair pour comprendre que la guerre d'Irak, comme on le craignait, a largement développé le terrorisme, et donc on a ces pompiers pyromanes qui viennent nous expliquer, plutôt ces pyromanes pompiers, parce qu'ils ont mis le feu, et maintenant ils viennent nous expliquer, une fois que la maison a bien brûlé, comment la réparer. Autre illusion, ce qu'on appelait le printemps arabe, où on a dit, voilà, contagion démocratique, et tous les pays, bon, il reste que la Tunisie se porte bien, mais quand on voit tous les pays, non.
Et enfin, d'ailleurs, ce moment du soi-disant printemps arabe montre quand même qu'au moment où on parle de mondialisation, de la fin de l'État-nation reste l'échelon essentiel des relations internationales. Parce qu'on n'a pas eu un printemps arabe, on a 22 récits nationaux différents. Et c'est bien pays par pays. Ce qui se passe en Égypte n'a rien à voir avec ce qui se passe en Tunisie. L'Algérie, le Maroc, c'est tout à fait différent. Le Yémen, la Syrie, vous prenez les 22 pays et nations membres de la Ligue des États arabes, il n'y a que des choses différentes. Parce que l'ADN national est différent que ça. Et puis, dans la foulée, là aussi, rappelez-vous ceux qui disaient que le président Sarkozy mériterait le prix Nobel de la paix pour avoir mené l'intervention en Libye, parce que c'était la fin du cynisme en relations internationales, puisqu'on faisait une guerre morale pour amener la démocratie dans un pays. On a vu, ça a quand même conduit à rétablissement de l'esclavage dans la région, plus les différentes péripéties que l'on connaisse. Et donc, là encore, ceux qui veulent faire la guerre, et les intellectuels qui appellent à la guerre, mais pas pour eux, bien sûr, la guerre des autres, parce qu'eux ne sont pas prêts à aller abîmer leurs chemises dans des combats sanglants, eh bien, on peut un peu se voir cela. Donc, en fait, on a une situation qui a été très bien décrite, qui est mauvaise, et qui risque de s'empirer. C'est-à-dire que la situation est catastrophique, mais on peut penser que ça va mieux aujourd'hui que ça n'ira demain. Parce que si on fait le tour d'horizon de cela, eh bien, bon, la Tunisie, dans des conditions difficiles, avec le poumon économique qui était la Libye, qui s'est tari, le tourisme mis en cause, parce que les gens soutenaient la révolution tunisienne, bien sûr, mais allaient en vacances dans des pays, quand même, où on était de servi. Donc, c'était le premier soutien qu'on aurait pu apporter à la démocratie, c'est de continuer à y aller en vacances, et non pas de la fuir. Mais quand on regarde ce qu'est l'Égypte, l'Égypte est un grand pays arabe, une nation leader. Eh bien, aujourd'hui, c'est un pays qui n'a plus de diplomatie, qui n'a plus de politique étrangère. Alors, pour une fois, les accords avec Pierre, c'est qu'il y a quand même une diplomatie du Rafale. C'est que si on ne dit pas un mot sur la... Je veux dire, si Maduro avait acheté les Rafales, on ne dirait pas que c'est une dictature au Venezuela. Et je ne sais pas s'il faut mettre vénézuélien ou égyptien, mais l'an dernier, quand même, où ça allait quand même très très mal en Égypte, il n'y avait pas de remarques. Au niveau des droits de l'homme, au niveau de... Mais l'Égypte n'a plus de diplomatie. Elle suit complètement cela. La Libye est un pays qui a été détruit. Le colonel Kadhafi avait bien des défauts. Mais au moins, on a payé au Mali et ailleurs cela. Quand on regarde la Syrie, les Russes nous font une proposition soi-disant intéressante d'aider à reconstruire la Syrie pour que les réfugiés... Disant, vous avez des problèmes avec les réfugiés, ça vient tuer l'Europe. Donc on fait aller payer la reconstruction en Syrie, et comme ça, les réfugiés pourront revenir. Mais on pourrait adopter le théorème Colin Powell du briquet qui omite. C'est les Russes qui ont largement cassé la Syrie en soutenant à fond Bachar el-Assad, c'est à eux de payer le prix de la reconstruction. Et en tous les cas, ça serait une erreur magistrale de reconstruire sans conditionnement politique. Et donc, si les Russes veulent que l'on aide à reconstruire, il faut une autre configuration politique en Syrie. On ne peut pas aujourd'hui récompenser Bachar el-Assad en construisant comme ça la Syrie, parce que c'est quand même lui qui a nourri les flots de Daesh, des terroristes, en libérant les islamistes et en disant qu'il a réussi son pari. Il a militarisé une guerre, et donc, oui, je termine, vous parlerez après. Dans le débat démocratique, il y a aussi le fait de ne pas être d'accord. Donc vous avez le droit, monsieur, de ne pas être d'accord avec moi, c'est votre droit, mais laissez-moi terminer, et puis ensuite on en parlera. C'est dur la démocratie, mais c'est quand même mieux que les prisons syriennes. Donc je continuerai mon propos. Et quand on fait en Arabie Saoudite, je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit sur le Yémen est détruit, effectivement l'Arabie Saoudite va payer un jour. Quant au conflit israélo-palestinien, on peut dire apparemment tout va bien. Pour Israël, c'est une promenade de santé, puisque même la France s'oppose moins à sa politique qu'auparavant. L'Europe, qui en 2002 voulait remettre en cause l'accord d'association, suit complètement. La Chine a de bonnes relations avec elle. Poutine est très lié à Netanyahou. Les relations entre Poutine et Netanyahou sont excellentes. Et bien sûr, il a open bar aux États-Unis. Mais on voit aussi quand même que l'inquiétude est qu'aux États-Unis, ce sont les évangélistes qui soutiennent plus Israël que les juifs américains, dont la plupart sont horrifiés par ce qui se passe en Israël. Et la communauté juive américaine, qui est plutôt libérale, éduquée, etc., se sent de moins en moins proche d'Israël, alors que par contre, les évangélistes trouvent que tout ceci est formidable. Et donc, on peut dire, bien sûr, Israël, finalement, il n'y a plus de terrorisme, ils ont une reconnaissance diplomatique, Netanyahou a fait une tournée triomphale en Afrique, parce qu'avec le Rwanda, il y a des liens qui sont très forts, etc.
Mais ça, je veux dire, quand vous n'avez plus d'espoir, ça explose. Et donc, cette situation ne restera pas là. Et donc, on voit que dans tous ces foyers-là, ça va, le calme n'est qu'apparent, et on produit du terrorisme pour de nombreuses années. Beaucoup de choses intéressantes on est sur le terrorisme. Il y a quand même là deux éminents spécialistes qui ont été sur les manettes, donc je ne le ferai pas. Mais par rapport à ce qui a été dit par M. Calva, c'est vrai que beaucoup de ceux qui n'ont pas de sens de leur vie veulent donner un sens à leur mort en faisant cela. Et moi, c'est une question que je vous pose. Moi, je suis intimement persuadé que le type qui a fait l'attentat à Nice le 14 juillet, 5 ans plus tard, il se serait contenté de se suicider sans faire chier personne. Et qu'à force de parler de terrorisme, on le développe. Et j'appelle depuis très longtemps à un pacte entre médias, responsables politiques et experts pour en parler moins, d'une part parce que les soi-disant experts en terrorisme que l'on voit sur les plateaux sont quand même souvent plutôt des carnassiers ou des profiteurs, etc., que des vrais spécialistes. La bonne monnaie et la fausse monnaie sont mises à égalité trop souvent, mais qu'à force on crée un effet anxiogène et qu'on nourrit des vocations. Et que Raymond Aron avait dit en 1962 que le terrorisme avait un impact médiatique plus fort que son impact stratégique. Faire du terrorisme l'alpha et l'oméga de la sécurité nationale et internationale est une erreur qui est contre-productive, puisqu'on oublie un phénomène que l'on dit vouloir combattre. De nouveau, ce sont les pyromanes pompiers qui sont là. Donc, les choses sont de pire en pire, parce qu'il y a un effet Trump, mais c'est là où, et je pense que on sera d'accord avec Jacques, il y a beaucoup de gens dans la salle, c'est qu'on est à la croisée des chemins. C'est que par rapport à cette situation catastrophique dont tous les facteurs disent qu'elle va s'empirer, que fait-on? Le fait que Trump ait cassé le deal nucléaire iranien est une chose. C'est un président peut défaire ce qu'a fait un autre président. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il impose à tous les autres pays d'en faire de même. Mais jamais aucun président américain, durant la guerre froide, à une époque où on avait besoin de la protection américaine, n'a osé faire ça. Et on aurait refusé. En 80, on fait quand même le gazoduc qui vient de Russie, malgré la demande américaine, et alors qu'on est en pleine guerre froide et que c'est Brejnev au pouvoir. Et aujourd'hui, alors qu'on a moins besoin, les États-Unis sont devenus porteurs d'insécurité et non plus porteurs de sécurité. Et donc pourquoi doit-on plus leur obéir qu'auparavant? Si Trump réussit, le véritable enjeu, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Iran, Total, Peugeot, Air France s'en vont, c'est-à-dire plus jamais ça. Plus jamais ça. Parce que c'est notre souveraineté économique qui est en jeu, comme celle de tous les Européens. Et si un pays n'est pas libre de commercer avec celui qu'il veut, bien où va-t-on? De Gaulle n'aurait pas accepté ça, Mitterrand n'aurait pas accepté ça. Mitterrand vendait les armes au Nicaragua pendant que Reagan minait les ports iroquois. C'est une autre époque quand même, c'est tout à fait une autre époque. Et donc là, on doit, de toute façon... Alors, Macron s'est référé au gaulo-mitterrandisme dans la campagne électorale, là, il est au pied du mur. Il est au pied du mur parce qu'on ne peut plus accepter ça. Quand on entend les propos de Bolton sur la Cour pénale internationale, où il dit qu'il va punir les juges, et qu'il va punir les États qui veulent aider la Cour pénale internationale, c'est vraiment cracher à la figure du monde entier et cracher à la figure du droit international. Et dans un autre domaine, mais c'est la méthode Trump, ça, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous casse la figure. C'est vraiment, dans un domaine qui peut paraître plus anecdotique, mais il était le même, il a menacé, lorsque les États-Unis candidataient pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030, il a menacé la première fois que tous les présidents se battent pour avoir Jeux Olympiques, Coupe du Monde, c'est normal, tout le monde le fait. Mais dire, si vous n'êtes pas pour moi, on va vous couper les crédits, c'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire olympique et Coupe du Monde. Et donc la méthode de Trump, c'est la méthode vraiment de « vous êtes des apaches, je suis le cow-boy ». Et si vous n'êtes pas d'accord, vous devez en fait vous soumettre, ou si vous ne soumettez pas. Donc aucun président américain, y compris au plus fort de la guerre froide, on avait besoin d'un parapluie nucléaire américain, n'osait faire ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin du parapluie nucléaire américain. La menace militaire russe, pour les pays européens, c'est une plaisanterie de garçons de blanc. Parce que s'ils sont très bien débrouillés, effectivement, en Syrie, parce que la différence entre les Russes et les Chinois d'un côté, les États-Unis de l'autre, c'est qu'il y a deux leaders qui ont une vision de l'intérêt national, et d'autres, Trump, qui ne fait de la politique extérieure que pour des motifs de politique intérieure. Israël, c'est de la politique intérieure aux États-Unis. L'Arabie Saoudite, tout, c'est de la politique intérieure, retrait de l'UNESCO, etc. Et donc, quand vous avez même à qualité et à force inégale des gens qui ont une perspective de long terme, comme Poutine, et on va dire que je suis l'ami des autoritaires, etc., mais Poutine et Xi Jinping ont une vision de l'intérêt national à long terme. Trump a une vision horizon 6 novembre 2018 et novembre 2020. Et il fait déterminer tous ses choix de politique extérieure par des motifs
de politique intérieure. Et donc là, eh bien oui, la France et nous avons un rôle à jouer, c'est qu'il y a une conjonction, les Allemands sont traumatisés par ce que fait Trump, donc il y a un espace. Il y a un espace, mais qu'il ne faut pas attendre pour remplir, parce que la fenêtre d'opportunité risque de se refermer assez rapidement. Donc il y a un espace pour revenir aux fondamentaux du globalisme, c'est-à-dire faire une Europe forte qui puisse dire non aux États-Unis, comme De Gaulle l'a fait. Et quand De Gaulle quitte l'OTAN, Johnson dit, quand vous demande de partir de quelque part, on prend son chapeau et on s'en va. Vous voyez Trump dire ça? Et donc il est d'autant plus nécessaire que jamais de résister aux États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui menacent beaucoup plus notre souveraineté que les Russes. Je veux dire, on est biberonné à la pensée américaine, par les think tanks, par les journaux, etc. Mais en fait, en termes de souveraineté, est-ce que les Russes nous empêchent de faire quoi que ce soit? Non. Est-ce que les Américains nous empêchent de faire quoi que ce soit? Oui. Qu'il y ait des avions d'Air France qui amènent par cargo des produits en Iran. Et donc c'est beaucoup plus grave. Et donc il est vraiment nécessaire de revenir aux fondamentaux du globalisme et d'organiser un contre-poids, parce que le véritable politique de Trump, finalement, c'est de pousser l'Iran vers la Chine, de pousser la Russie vers la Chine. John Mearsheimer, qui est un des plus grands stratèges américains, dit quel est le grand défi pour les États-Unis géopolitique? C'est la Chine. Est-ce que c'est notre intérêt de pousser les Russes vers les Chinois? Non. Et en fait, rappelez-vous à l'époque où, lorsque Gorbatchev a lancé la perestroïka, les conservateurs russes, soviétiques disaient ah, ils travaillent pour la CIA, etc. Là, en fait, on peut se demander si Trump n'est pas en train de travailler Make America Great Again. Il va faire Make China Great Again, even more. Et à nous de dire, de le prendre au défi pour que la solution par rapport à ce défi, c'est pas l'America First, c'est l'America seul. Eh bien, à nous, Français et Européens, de dire qu'il faut faire de la France et de l'Europe, de nouveau, une grande puissance. Bien. Mesdames et messieurs, une sorte de petite réception de vous va être dans le foyer. Et puis il y a un certain nombre d'ouvrages, et si certains veulent acheter des livres qui sont exposés, et il y aura des dédicaces. Et je vous remercie d'avoir été aussi attentif. Et j'espère que... Moi, je connais un peu la région, et j'ai encore beaucoup appris. C'est ça qui est intéressant dans cette région, c'est que l'histoire ne s'arrête jamais. Merci.